Bonjour, vous êtes sur la voie d'Ambroise Paré, la radio interne de l'hôpital. Je suis Marie-Chantal. Aujourd'hui, je reçois dans le cadre de mon émission sur la voie d'Ambroise Paré, Marie-Laure Voisard, romancière, pour une interview au sujet de son roman Libérer les secrets, tome 2, qui fait suite à son précédent roman, Libérer les secrets, tome 1, que j'ai interviewé le 13 avril dernier dans le cadre du Salon du Livre à l'hôpital. Dans ce roman, Marie-Laure raconte comment Madeleine a provoqué la révolution au cœur de deux familles. Je précise que Marie-Laure possède ce genre de plume qui vous transporte dans son récit. Vous y découvrirez le portrait de Madeleine qui étouffe dans son rôle de mère au foyer et de Mélanie qui fait face à l'insoutenable, voire ne plus reconnaître son mari. Quels que soient les moments difficiles de chacune, il y a toujours une porte ouverte sur de nouveaux chemins et il faut y croire. Une saga familiale qui va vous séduire. Marie-Laure, après une vie professionnelle très riche sur le plan humain, où vous avez accompagné des hommes et des femmes dans leur réussite tant professionnelle que personnelle, vous décidez de vous consacrer uniquement à l'écriture de romans. Après votre premier roman Cerise au soleil, L'avenir d'Esperanza, publié en juin 2019, vous commencez une saga, Libérer les secrets. Tome 1, paru en septembre 2021, est Le sorcier amoureux, la même année, puis en 2022, Libérer les secrets, tome 2. Marie-Laure, pour ceux qui ne vous connaissent pas, pouvez-vous nous présenter à nos auditeurs ? Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Merci de m'accueillir à la voix d'Ambroise Paré. Alors, me présenter, je suis romancière depuis maintenant 2019, ça va faire 3 ans, mais j'ai commencé à écrire avant, depuis 2016, mon premier roman. J'ai été coach avant en entreprise et puis je suis née en Bretagne, donc j'aime la mer, la Bretagne, le vent. Que vous dire de plus? Je ne sais pas. C'est déjà pas mal, hein? Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire Cerise au soleil, L'avenir d'Esperanza en 2019, Libérer les secrets, tome 1, Le sorcier amoureux en 2021, puis Libérer les secrets, tome 2 en 2022? C'est déjà pas mal depuis 2019. Qu'est-ce qui m'a donné? Alors, en fait... Je pensais que l'écriture, c'était pas pour moi. Parce que je faisais des fautes d'orthographe quand j'étais à l'école, en français. Et on me disait que tu étais nulle en orthographe, donc tu es nulle en français. Voilà. Et donc moi, je l'avais cru, gentiment. Et par contre, je lisais énormément depuis enfant. J'ai toujours lu énormément. Et j'ai créé un blog professionnel dans le cadre du coaching. Et puis là, des personnes m'ont dit que c'était intéressant, mes petits billets, la façon dont j'écrivais. Ils appréciaient mes angles. J'imaginais pas ça possible. Et puis peu à peu, j'avais envie de raconter quelque chose, une histoire qui donne envie de vivre, qui donne de l'espérance, voilà, sans nier les difficultés. Et puis je m'y suis mis tout doucement, voilà. Pour vous, être romancière est plus un métier ou une passion ? J'ai toujours fait les choses par passion. Donc, c'est une passion. Oui, c'est une passion. Par contre, je veux être professionnelle. Voilà, donc là, ça rejoint le métier. Mais sinon, c'est une passion. Oui, c'est le plaisir d'écrire, de rentrer dans cette intériorité, de voir ce qui va jaillir. On a une idée, puis finalement, c'est autre chose qui sort. Voilà, c'est la surprise. Enfin, moi, c'est comme ça que j'écris. Voilà. Dans votre vie, est-ce que vous avez eu d'autres passions que l'écriture ? Ah oui. Déjà, j'aime beaucoup les arts en général, donc tout ce qui est musique. De toutes sortes. J'ai adoré d'entendre la Viva la Vida. Tout de suite, je suis prête à danser. Je trouve que cette musique, elle donne la pêche. Je la cite du reste dans Libérer les secrets, Thomas. Mais la musique, pour moi, c'est important. La lecture, j'étais passionnée de lecture. Tout ce qui est artistique, donc le cinéma, le théâtre. J'aimais beaucoup le théâtre. Et puis,
plus âgée, j'ai commencé à aller dans les musées et à prendre plaisir à découvrir des peintures, des sculptures. Et puis à Boulogne, quand je suis arrivée à Boulogne, c'était en quelle année? 83, oui, ça fait longtemps déjà. Euh, je sais pas, dans les années 2000, je sais plus exactement, se sont ouverts un peu après les galeries d'art contemporain à Boulogne et j'ai adoré aller voir toutes leurs expositions, leurs réunions, leurs rencontres parce que j'ai rencontré plein d'artistes, découvert plein d'artistes qui m'ont vraiment toujours beaucoup intéressée. Et puis j'ai une autre passion en dehors de l'art, c'est la mer. J'adore faire du bateau, j'adore naviguer sur l'eau. Voilà. Même s'il fait froid, même si c'est parfois inconfortable, mais j'adore ça. D'ailleurs, vous avez eu un accident. Oui, j'ai eu un petit accident. Apparemment, vous êtes bien remise. Bien remise maintenant. Oui, oui, c'est vrai. C'était une expérience que je n'avais pas encore vécue. Voilà. Mais c'était l'aventure. Et vous jouez d'un instrument de musique? Parce que la musique était importante pour vous. Vous jouez d'un instrument de musique? Ah oui, oui, j'ai joué du piano. Oui, c'est vrai. J'ai joué du piano enfant pendant 3-4 ans. Et puis après, on a déménagé et il n'y avait pas de place. On était 6 enfants, il n'y avait pas de place pour mettre un piano. Et du coup, j'ai fait du chant. Donc j'ai fait beaucoup de chorales, chorales classiques, chorales religieuses. Et je me souviens à mon bac, j'avais présenté l'option musique et j'étais arrivée avec mon petit kilt alors que c'était juste après 68, dans les années début des années 70. Et j'avais demandé un piano, un accompagnateur pour chanter un poème de Sully Prudhomme sur une mélodie de forêt. On m'avait regardé comme si j'étais un ovni, voilà. Mais c'est vrai que oui, j'aime beaucoup la musique et puis elle vibre en moi, enfin ouais. Bien, Marie-Laure, où trouvez-vous votre inspiration? Alors mon inspiration, en fait, elle vient de la vie, tout simplement. Des rencontres, de ce que je peux écouter aux informations, des expositions aussi que je peux voir, de mes réactions aussi sur notre société, où je me dis, j'ai envie de dire ça. Alors après, il faut le transformer en une histoire où je ne suis pas au centre et qui donne envie d'être lue. Parce qu'effectivement, mon point de vue, ça n'intéresse personne. C'est une histoire qui va faire passer mon point de vue et qui, du coup, peut donner de l'intérêt parce qu'on veut avoir la suite, on veut comprendre. Voilà. Et c'est la vie qui me donne mon inspiration, oui. Oui, parce que dans toutes vos histoires, on a l'impression qu'on peut se référer à des situations qu'on a connues proches, d'amis, famille. Je crois qu'il y a toujours, à un moment donné, on se dit « Oh, c'est incroyable !» On a l'impression de revivre un événement familial. Oui, oui, c'est ce qui m'inspire, c'est les relations humaines. C'est vrai que je trouve ça magnifique, les histoires d'hommes et de femmes, quelles qu'elles soient. Et donc ça m'inspire de voir le chemin des êtres humains dans leur vie, leurs difficultés, comment parfois ils se débattent, comment ils assument aussi leurs ombres, parce qu'assumer sa lumière, c'est facile, hein, mais c'est ces ombres qu'on a plus de mal, du coup ça éteint notre lumière. Donc c'est ça que je trouve beau et c'est ça qui m'intéresse et c'est ça que j'ai envie de faire passer aussi dans ce que j'écris, dans mes personnages. Très bien. Avez-vous connu des pannes d'inspiration? Est-ce que vous avez connu des pannes d'inspiration? Non, j'ai pas de panne d'inspiration. Ah, vous avez dit que déjà que vous n'aviez pas peur de la page blanche. Non, j'ai pas peur de la page blanche. J'ai pas de panne d'inspiration parce qu'en fait, ça fait partie du travail. Vous voyez, on a parlé musique tout à l'heure, et comme je sais que vous jouez du piano tous les deux, ben vous voyez, quand on débute une partition, on hésite au début, on n'a pas dans les doigts, puis petit à petit, à un moment, elle va chanter en nous. Mais c'est long. Eh bien, l'écriture, pour moi, c'est pareil. C'est-à-dire que je vais dans une direction, alors je mets des mots qui sont généralement nuls, les phrases, c'est lourd, mais j'ai besoin de cette étape-là, puis petit à petit, je vais continuer. Il ne faut pas que je lâche, comme si je faisais mes gammes. Et à un moment, je rentre à un niveau de profondeur en moi, et là, la création arrive, mes personnages vivent. Parce qu'au début, ils sont plaqués. Et c'est comme si c'était des décalcomanies, vous voyez, quand on était petit, on avait ça. Et puis, petit à petit, ils vont prendre corps, ils vont vivre, après beaucoup d'hésitation. Et comme j'ai écrit Cerise au soleil, et que je l'ai terminé, puis que j'ai terminé Libérer les secrets, maintenant, je sais que je vais terminer. Et donc, c'est plus laborieux maintenant, le dernier roman, là, il y a eu des moments où j'étais éprouvée.
Mais je m'inquiétais pas, je savais que... Ça viendrait à un Voilà. moment. Ouais, ouais. Et est-ce que vous revenez dans le livre, quand vous écrivez, est-ce que vous revenez dans des chapitres ou parce que ça correspond plus, ou pour enlever ou rajouter, Ah oui. parce que ça correspond plus à ce que vous allez dire après? Oui, ou parce qu'il y a de l'incohérence, d'où la nécessité. Enfin, j'ai des alpha lecteurs. Là, j'avais un alpha lecteur, donc à qui j'envoie mes chapitres rédigés et qui va me dire attends, là, c'est incohérent. Rosalie, elle a que 10 ans, elle peut pas parler comme ça. Ou vous voyez, ou comme mon histoire, elle évolue aussi au fur et à mesure de mon écriture. Eh bien, je savais pas au début, dans le tome 2, que Madeleine aller travailler dans la couture. Donc, après, je suis revenue en arrière et j'ai été plus précise dans son habillement. Voilà. Et j'ai rajouté des petits boutons, une jupe comme ceci, l'histoire des pantalons interdits pour les femmes dans les années 50, hein, parce que ça n'a pas été tout de suite. Enfin, voilà. Donc, je fais ces mouvements d'aller et venir. Et puis surtout, j'en enlève, parce que il faut que j'allège. Voilà. En qualité de lectrice, j'ai l'impression que quand même vos romans sont tirés de faits réels, de personnes que vous avez côtoyées, ou alors est-ce vraiment votre imagination débordante? Alors, c'est les deux. Comment je peux dire ça? J'ai côtoyé des situations, les unes les autres, mais c'est des petits bouts de vie de telle ou telle personne. Et après, comment dire, mon personnage lui donne un âge, je lui donne une couleur de cheveux, je lui donne une taille, enfin, tout ça est bien dans moi. Et donc, c'est lui qui vit après. Alors, je pense, et peut-être vous me direz autre chose, je ne sais pas, comme ça vient de moi, l'écriture, je pense que mon inconscient, il sort des choses que j'ai vécues. Et ce qui m'amuse, moi, c'est de les transformer. Parce que je n'ai pas envie de me raconter, moi, ça intéresse personne, ma vie. Mais par contre, ce qui m'intéresse, c'est comment on peut transformer les choses pour donner envie de vivre et donner de l'espérance. Voilà. Donc, en fait, il y a de la broderie par rapport à des faits réels quelque part. Et ça, c'est votre imagination qui est quand même très débordante parce que vous arrivez à décrire des situations très, je veux dire, très passionnantes là. Oui, mais quand on est dans la situation, je me souviens du premier interview avec vous sur mon premier roman sur Rise au soleil. Mon personnage principal, Esperanza, fait une colocation. Enfin, elle habite un appartement d'un cadre expatrié en Corée. Et il était revenu passer quelques jours. Et la scène, est-ce que c'est moi, la maîtresse de maison? Il est chez lui, je suis chez lui. Enfin, bon. Et vous disiez que vous aviez vécu en colocation. Moi, j'ai jamais vécu. Mais en fait, comme mes personnages sont vivants, je me suis imaginé, moi, qu'est-ce que je me dirais à la place de Esperanza? Est-ce que je dois l'accueillir? Est-ce que je fais son lit? Est-ce que je fais pas son lit? Enfin, vous voyez, c'est des questions très pratiques. Ouais. Et du coup, c'est en me mettant dans le concret que les idées me viennent. Vous êtes une femme passionnée par ce que vous faites. On dit que la passion dure 3 ans en général. Nous arrivons à ce terme. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Qu'en pensez-vous? Comment dire? Si, parce que pour moi, la passion, c'est pas le feu de paille, c'est pas l'enthousiasme, puis ça retombe. Moi, ça vient de l'intérieur, donc c'est relié à ma passion de la vie. Vous voyez, c'est relié à être vivant. Donc, comme c'est de cet ordre-là, là maintenant, ça prend la forme de l'écriture. Mais avant, c'était quand je faisais davantage de coaching, ça a été dans les différents métiers que j'ai pu avoir. Ma famille, quand mes enfants étaient plus petits, vous voyez. Donc, je sais pas, je suis toujours dans la même passion de la vie, en fait. Ce qui n'empêche pas qu'elle peut être difficile par moments. Mais c'est d'aimer la vie, en fait, c'est ça. Et ça prend différentes formes pour moi. Si je comprends bien, tout ce que vous le vivez en fait avec passion. Beau. Ah oui, intensité. Ah oui, intensité, parce que je déteste les personnes tièdes. Ah oui, non, intensité. Ah oui. C'est une très très grande qualité. Je sais pas, parfois on me comprend pas parce que je m'engage trop, mais j'arrive pas à faire autrement. Voilà. Oui, je sais pas. Vous
vous vivez pas les choses superficiellement. Vous allez à fond. Vous êtes vraiment quelqu'un de justement de passionné, quoi. Le superficiel, c'est pas votre. Oh bah si vous me voyez quand on écoutait la musique tout à l'heure en train de tout à danser, fait. là c'est c'était Oui, vous êtes toujours c'était très gai, léger, c'est un c'était moment, oui, léger. tout à fait. Mais comment dire je connais le prix des choses en fait, je connais le prix de la vie. Euh, par exemple, là nous sommes dans un hôpital. Je sais ce que c'est d'être étendu dans un lit, je sais de ce que c'est d'avoir un diagnostic qui nous fait peur. Toutes ces choses-là, c'est des choses douloureuses, difficiles. Il faut traverser pour avoir l'énergie de se guérir, pour avoir l'énergie de participer, de faire alliance avec le médecin, tout ça. Vous voyez ? Donc c'est ça, connaître le prix de la vie. Alors moi j'ai eu la chance de ne pas avoir des grandes maladies, mais j'ai connu des petites expériences, et puis j'ai connu d'autres douleurs, d'autres choses. Et je me suis pas arrêtée là, mais c'est ça qui a été me chercher pour aller trouver une force vitale. Sinon, c'était pas la peine. Moi, enfant, je me disais, faut mieux mourir. Et donc, quand vous avez trouvé cette ressource, après, c'est difficile, comment dire, de pas être à ce lieu-là dans les échanges. Ça n'empêche pas d'être léger. Hein, ça n'est pas contradictoire. C'est vrai que pour nos patients, le fait d'être positif, ça aide beaucoup dans la guérison. On dit que c'est un traitement en fait. Même des fois se répéter, je vais bien, je me sens bien, tout en respirant, soufflant, ça fait énormément de bien. Je pense qu'on a tous connu, comme vous disiez tout à l'heure, à un moment donné de sa vie, on a été à l'hôpital, rares sont les personnes qui ne l'ont pas été. Et dans ces moments-là, c'est vrai qu'apprendre à respirer, à avoir des idées positives, même si c'est pas toujours facile, c'est dans ces moments-là, aide vraiment. Moi, je trouve que c'est un véritable traitement et je le recommande à tous les patients qui nous écoutent. Marie-Laure, que ressentez-vous lorsque vous écrivez ? Alors, quand j'écris, soit je suis dans mon personnage, celui qui parle à travers ce que j'écris, et à ce moment-là, je ressens ses émotions. Ce qui est parfois douloureux, parfois c'est léger et amusant, ça dépend. C'est vrai que quand j'étais dans le personnage d'Albin, dans Libérer les secrets, c'était pas toujours facile parce que Oui, c'est pas un homme très attirant et attachant. Donc, mais j'avais envie de montrer les difficultés de l'âme humaine. Et puis à d'autres moments, je ressens rien. Il faut pas que je lâche et il faut que je continue à écrire même si je ressens rien. Et c'est ça l'exigence et comment dire la constance à avoir pour aller au bout du roman. Albin est un personnage très drôle, très puissant. En fait, on a tous plus ou moins connu dans sa vie des personnes un peu avec des personnalités pas aussi peut-être puissantes, je dirais, mais un peu dans ce modèle d'Albin. Qu'est-ce qui vous a donné justement envie d'approfondir, on dirait presque un portrait psychologique d'un homme un peu pervers, narcissique. Donc, c'est quand même passionnant de découvrir ce genre de personnage. Ce qu'on se dit dans sa vie, dans une carrière professionnelle, un jour ou l'autre, on a tous été entourés par ce type de profil. Ah oui. Ce qui m'a donné envie, c'est que l'histoire du petit Victor, dont je parle dans Libérer les secrets, il y a une partie que j'ai vue il y a très longtemps. Voilà. Et je m'étais promis que j'écrirais l'histoire de ce petit garçon, en changeant son prénom, bien sûr. J'ai imaginé ce qui se passait, c'est peut-être faux, mais c'est vrai que j'étais bouleversée, et je ne connaissais pas ces gens, je ne pouvais rien dire. C'était excessivement difficile pour moi, j'avais même appelé le numéro 119, je crois, enfin bref. Et donc, ça se passait dans une famille, justement, de personnes qui avaient des responsabilités, qui avaient un certain nombre de postes à responsabilité, et c'est pour ça que je me suis dit il faut creuser. Ma famille aussi, d'une famille bourgeoise avec des responsabilités, et j'ai vu aussi des dysfonctionnements, et donc pour ça que j'ai eu envie d'aller creuser, de chercher derrière les apparences, derrière la belle façade du pouvoir. Il y a des êtres humains avec leur fragilité, le pouvoir parfois les augmente parce que développe en eux des appétits,
des appétits et du coup des frustrations quand ils n'ont pas réponse à ce qu'ils souhaitent ou qu'ils envisagent et par leur ambition. Et ce qui fait que dans les familles, après, ça peut donner des sources vraiment de grands malheurs. Effectivement, parce que maintenant, je pense que les langues se délient. En fait, on a tous connu, il y a très longtemps, des personnes qui avaient du pouvoir, qui en ont peut-être encore, mieux pour eux, mais qui se permettaient tout et parfois l'intolérable, comme vous le décrivez très bien dans ce livre. Et c'est vraiment, en fait, on n'aurait jamais soupçonné. Et maintenant, avec tous les moyens de communication qui existent, c'est très facile de lancer une faute, de mettre une photo, de mettre un petit texte. Et voilà, tout se délie maintenant. On arrive, les plaintes se déposent. Avant, on ne connaissait pas ça dans notre enfance. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas plus de faits divers qu'avant, mais maintenant, ils ne sont plus tenus secrets. Oui, d'où libérer les secrets. Voilà, et le titre est bien choisi. Avec aussi, je dirais qu'il y a les protagonismes, c'est-à-dire là, c'est un homme qui a une certaine perversité, forme de perversité, mais ils peuvent aussi maintenir cette perversité parce que l'entourage ne veut pas que ça se sache, parce qu'il faut protéger la famille, le respect, l'image sociale, etc. Et du coup, ça provoque des plus grands malheurs parce que les choses sont encore plus tues pour garder, soi-disant, une image sociale satisfaisante, mais qui n'est qu'une vitrine. On ne veut surtout pas salir l'image familiale. Voilà, effectivement. En fait, quand vous écrivez un roman, connaissez-vous la fin de l'histoire avant de l'écrire ? Non. 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 Même le début, je ne connais pas. Parce que j'ai des idées. Je sais que je veux que ça se termine d'une façon constructive et positive. Mais pas au pays de oui, vous voyez, oui, pas tout à fait. Les petites fées. Mais après, alors ma façon de le faire, par exemple, dans Libérer les secrets, comme j'ai commencé par un prologue avec justement deux de mes personnages qui ont 60 ans et qui se montrent leurs œuvres et leurs réussites, eh bien, dans l'épilogue, j'ai choisi justement les deux enfants, donc un des personnages du prologue et le petit garçon adulte à 60 ans qui va montrer à sa chère amie Rosalie sa réussite. Et c'est ma façon, vous voyez, de montrer comment, malgré des drames, des êtres humains qui ont vécu une enfance difficile s'en sortent. Voilà. Et alors, je savais qu'il y aurait prologue et épilogue. Au milieu, c'est mes personnages qui se développent au fur et à mesure et qui m'entraînent. C'est un exercice de résilience, quelque part. Oui, c'est vrai. Il y a d'une part un travail... moi, l'écriture est thérapeutique, c'est vrai. Mais ce n'est pas un journal de soi. Ce qui est thérapeutique, c'est d'en faire une création d'une histoire et de faire une fiction. Parce que sinon, c'est de la thérapie, ce n'est pas de cet ordre-là. Vous voyez, c'est l'acte de création qui crée la résilience, je trouve. Alors vous dites, je crois en la puissance de rédemptrice de l'art. Vous avez besoin de vous racheter ? Alors rédemptrice, ah oui, vous pensez le rédempteur, Minuit chrétien, le rédempteur. On est en période de Noël. Ah non, c'est pas se racheter, c'est rédempteur dans résilience, c'est rebondir pour moi. D'accord. Je veux dire, c'est la puissance de remettre en vie. Voyez, et l'art, c'est vrai que enfant, la lecture m'a beaucoup porté, puis la musique, et je vois bien depuis que j'écris, c'est comme un peintre, c'est-à-dire que il met ses touches de peinture, puis il prend du recul, et puis il revient, et puis il va ajuster jusqu'à temps de faire passer ce qu'il veut passer comme émotion. Mais dans l'écriture, c'est pareil. Et quand on a réussi à transformer, ça vous répare. Voilà, parce que c'est devenu léger. Et j'ai l'impression que dans vos livres, les femmes ont du mal à se faire une place dans la vie parmi les hommes. Est-ce que vous pensez que c'est toujours le cas ? Je pense que c'est le cas dans certains types d'histoires. C'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai que par éducation, les filles, elles n'avaient pas le droit à la parole, elles n'avaient pas des tas de choses qui leur étaient interdites. Donc prendre sa place quand on est entouré d'interdits, c'est difficile.
Mais ce que je trouve intéressant maintenant, c'est qu'il y a une volonté de part et d'autre, des hommes aussi, que les femmes prennent leur place. Il n'y a pas que les femmes qui veulent prendre leur place, il y a des hommes qui veulent les aider à la prendre aussi. Et c'est important de rentrer dans cette danse à deux, hommes et femmes, pour justement arriver à chacun avoir nos places. Et justement, entre Madeleine et Armand, là, un de mes couples, dans le tome 2, c'est ça qui était important, c'est que Madeleine, quand elle va se mettre à oser dire qu'elle veut travailler, qu'être mère, c'était pas sa tasse de thé, voilà, ça se fait pas de dire qu'on n'avait pas envie d'être mère, et que du coup, ça perturbe son mari qui l'aime beaucoup, mais lui, il va falloir qu'il retrouve aussi sa place et qu'il ose penser à lui, aller vers la photo qu'il aime beaucoup. Et c'est des échanges. Quand une femme prend sa place, l'homme peut aussi trouver la sienne et donner plus de... Et voilà, il y a une danse. C'est ça qui m'intéresse. Oui. Mais c'est plus difficile pour lui, finalement, peut-être, de trouver sa place, parce qu'il avait l'habitude, j'allais dire le machisme, mais du coup, c'est un gros effort de mais bien sûr, c'est difficile. Et je pense que là, la femme, dans son... Comment dire, dans sa personnalité, elle doit aussi l'aider à cette danse. Oui. Voilà. Parce que, comme lui, il aide à... Vas-y, ose. Mais elle aussi, elle peut aider l'homme à prendre cette place et à oser voilà, faire ce qu'il habite. On est quand même dans une époque où les couples ne sont plus configurés de la même façon. Enfin, moi, je vois chez mes enfants, les femmes peuvent travailler plus que les hommes s'occupent des enfants, après font ci, font ça. Enfin, tout est interchangeable. Enfin, pas tout, mais il y a beaucoup de choses qui sont interchangeables, plus interchangeables qu'à ma génération, puis avant. Donc, c'est beau si chacun peut être là où il veut être. C'est ça. Bien sûr. Et on retrouve beaucoup ce type de situation aussi dans les familles qui sont parties en expatriation, où les hommes ou les femmes ont de très hauts postes. Donc, il n'y en a plus qu'un qui travaille. Et souvent, quand on est en expatriation, il n'y en a qu'un qui peut travailler. Et quand ils rentrent en France, on retrouve ce mal-être, ces difficultés. Je pense que c'est vrai que c'est un livre qui peut vraiment passionner les couples d'expatriés parce qu'ils vivent ce type de situation au retour en France. Ah, c'est vrai, c'est difficile quand une femme va abandonner son métier et puis se retrouve à revenir. Elle ne sait plus, puis elle se dit j'ai un trou dans mon CV, comment je vais être crédible pour un employeur, enfin tout ce qu'on se pose comme question. C'est vrai que c'est des étapes difficiles et puis après on fait des choix de se soutenir à tour de rôle dans notre carrière. C'est aussi ça qui est important. Pas évident. Quel est le roman que vous avez préféré écrire parmi tous les romans que vous avez écrits ? Je les aime tous. En fait, quand je suis dedans, je suis dedans. Donc j'ai du plaisir. En fait, sinon j'écrirais pas. Non, j'en ai pas un plus qu'un autre que j'ai préféré. J'aimais bien ma petite nouvelle avec mon couple parce que elle est gentillette, vous voyez, mais comme c'était un couple d'amoureux de 85 et 83 ans, avec Jacques Demy, les films de Jacques Demy, la musique de Michel Legrand, c'était joli, voilà. Mais c'était un exercice, voilà. Par contre, non, je les aime tous mes romans, oui. Très bien. Marie-Laure, combien de temps avez-vous passé pour le dernier roman ? Alors, tome 2, je l'ai écrit. Les secrets, je répète. Je l'ai écrit en un an. Voilà, je l'ai écrit en un an. Ça a été plus difficile parce que j'ai eu cet accident dont vous parliez tout à l'heure, ce qui fait que ça m'a coupé dans mon rythme. Mais en fait, c'était pas mal parce que finalement, je me suis remis à relire le tome 1, à reprendre et aller rechercher une énergie pour. Je voulais le terminer pour que les lecteurs aient le tome 2 dans l'année suivante. Je voulais pas les faire attendre, sinon on perd complètement l'histoire. Déjà, au bout d'un an, on la perd. Donc voilà. Mais non, j'ai mis un an et puis. Oui, j'ai cravaché à la fin, mais c'était bien, j'aimais bien. C'est une moyenne de beaucoup de romanciers. Je m'aperçois entre 1 an et 2 ans. Rares sont ceux qui arrivent à écrire un roman à moins d'1 an. Alors ça dépend de la littérature. J'ai découvert toute une littérature que je connaissais pas. C'est la fantasy ou fantasy. Où c'est un peu, des épopées. Alors, j'en ai pas lu, mais dans ce que je vois dans les autrices ou auteurs, elles sont plus rapides. Parfois, elles en écrivent 2 ou 3 dans l'année. Elles vont assez vite. Mais c'est un autre travail.
comme moi, je pars de quelque chose qui est en moi, faut que je le transforme, il faut que je me quitte, il faut que le lecteur me sente pas. Donc ça me demande un travail de nettoyage. C'est pas pareil. De revivre aussi certains Oui, événements. mais de les transformer. Pour parce avoir que les émotions, voilà. pour pouvoir les décrire. Et puis de les transformer et du coup de prendre corps dans les nouveaux personnages et imaginer des situations qui sont autres. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ce que j'aime. Oui. Marie-Laure, qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette aventure humaine? Je dirais plutôt littéraire. Littéraire. Eh bien, c'est d'être lu par des lecteurs. J'y croyais pas. Donc c'est assez... c'est une révolution, en fait, que d'entendre des gens qui vous disent « Ah ben j'ai aimé ou je me suis retrouvée ». Enfin, c'est énorme. Moi, je ne m'attendais pas à ça. Donc, et c'est grâce à ces retours de lecteurs que, du coup, j'ai continué à écrire. Être entendue, être comprise aussi, parce que... les sujets, les livres n'intéressent pas tout le monde. Moi, j'aime pas tous les livres. Tout le monde n'est pas obligé d'aimer tous les livres. Et voilà. Et d'avoir des personnes qui apprécient mon univers, qui ont l'air de le comprendre, c'est énorme. Effectivement, c'est encourageant. Quand, à partir du moment où on est complimenté, où on voit qu'il y a un certain succès dans, dans le roman pour lequel vous êtes investi, effectivement, c'est très, très encourageant pour la suite, pour écrire d'autres romans. Oui, puis des confidences, du coup, des personnes vous racontent, parce que vous faites écho. Le livre fait écho à une partie de leur vie et du coup, elles se confient, vous racontent des choses qui sont... c'est cette confiance qui m'honore. Oui. Bravo. Bravo Marie-Laure. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés pour être publié? Parce qu'on dit que souvent, c'est très difficile d'y arriver. Alors, j'avais écrit un essai, coécrit un essai, donc j'avais connu un peu le monde de l'édition déjà. Et puis, donc j'ai choisi des maisons à qui j'ai envoyé mon premier roman. Ils m'ont pas répondu tout de suite, puis ça a été la négative, sauf un éditeur, mais qui voulait que je change la forme. Et je sentais plus, ça ressemblait plus à mon roman, donc j'ai préféré ne pas accepter. Et du coup, j'ai choisi l'auto-édition que je découvrais par le digital et toutes mes formations. Et ce qui a scandalisé beaucoup de gens, mais moi, vous m'auriez dit, tu vas t'auto-éditer chez Amazon, je vous aurais regardé avec des yeux ronds il y a quelques années. Et en fait, j'ai trouvé ça merveilleux parce que j'ai la liberté, ça me demande du travail, de m'entourer de prestataires pour être professionnel, ça c'est nécessaire, mais pour mettre en page les corrections, etc. Mais et l'auto-édition m'a surprise parce que c'est une nouvelle façon de faire découvrir ces ouvrages et c'est un succès de plus en plus important. Je dirais qu'on est à un siècle où cohabitent un peu comme Netflix et le cinéma, vous voyez, l'auto-édition et les éditions dans les grandes maisons, voilà. Et du coup, moi, j'ai pu aller au bout de ce que je veux vivre, donc c'est plutôt intéressant. En fait, c'est une certaine liberté d'écriture aussi, le fait de se auto-éditer. C'est une liberté, en même temps, c'est, comment dire, il faut une exigence parce qu'il faut qu'on soit quand même cohérent, qu'il y a le rythme. Mais maintenant, je pense que je suis tellement libre. Et puis, il y a le côté entrepreneur aussi. Moi, je suis une entrepreneuse. Donc, on porte sa promo, on change sa couverture, il faut se faire connaître, il faut oser aller sur les roses. Vous vous rendez compte, au début, faire une pub sur un livre, vous doutez de vous. Ça vous demande des trucs incroyables. Donc, puis petit à petit, ça devient un jeu. Et puis on y va, puis on rencontre des gens qui vous aident et vous y attendez pas, comme vous, par exemple, à La Voix d'Ambroise Paré, vous y attendez pas. Et donc, vous avez des cadeaux de la vie aussi, comme ça. Mais ça demande un côté d'entreprendre et puis de croire en soi. Voilà, et c'est une boucle qui se renforce. Oui. Et en lisant ces romans, on finit par s'attacher à vous. Et pourquoi cette écriture rose, rose, rose et bleue? Ah là, vous voyez, aujourd'hui, ah oui, rose, ah oui, exprès, rose. Très beau. Eh bien là, en fait, la personne qui me fait les couvertures m'avait proposé une autre couleur, et puis celle-là. Et en fait, j'ai demandé l'avis des lecteurs
sur Facebook et puis dans des mails et partout. Et la réponse était, ils ont choisi pour le tome 2 celle-là. Et vous voyez, avec le recul, je me suis dit, la vie est bien faite parce que le tome 1, il est un violet bleu plus foncé, plus sombre. Et le roman est un peu plus sombre au départ parce que c'est l'aventure des deux enfants avec leur traumatisme. Et là, on termine vers justement l'épanouissement et la place que les uns et les autres retrouvent. Et du coup, je me suis dit, le rose, c'est bien. Avec les lettres en jaune, c'est plus gai. C'est vrai que c'est très gai. Est-ce que vous avez un prochain projet d'écriture? Ah oui, j'avais déjà commencé. Et puis en fait, là, en début de semaine, je me suis dit, je suis partie à côté. Et maintenant, je sais où je vais. Voilà. Mes petits-enfants, je les ai rendus tout à l'heure à leurs parents. Et à partir de demain, je m'y mets. Voilà. Ce sera la découverte en 2023. On ne posera pas plus de questions. Avec des personnages que je reprendrai. On garde le suspense. Pour ma part, Marie-Laure, j'ai beaucoup apprécié tous vos romans que je recommande vivement. Vous y transmettez toute votre sensibilité, votre optimisme. Vous possédez une écriture fluide, dynamique, sensible. Et le côté passionnant de vos romans est que vous décrivez un remarquable portrait psychologique de vos personnages qui vous les rend réellement attachants. Alors, je dirais maintenant, merci Marie-Laure d'avoir accepté cette interview. Merci à vous. J'ai beaucoup aimé tous vos romans. Je recommande encore une fois à tous nos patients, car il y a toujours une solution aux problèmes que l'on rencontre. Marie-Laure le répète souvent dans tous ses romans. Libérez les secrets. Vos romans sont des aventures humaines profondes, aux émotions multiples. Elles ne peuvent que séduire les lecteurs. Vous avez décrit des personnages qui ont vécu des événements difficiles et qui s'en sortent. Vous savez plus que quiconque l'importance de vivre pleinement les choses. C'est vrai que si l'on n'a pas d'idée ou de conviction, on ne fait rien. Petit à petit, on est pris dans l'histoire. Il donne la pêche à ceux ou celles qui souhaitent se lancer dans un nouveau projet. Une dynamique positive qui donne l'espoir du possible aux lecteurs ou lectrices. Rien n'est jamais définitif et nous pouvons toujours rebondir, même dans les moments les plus difficiles. Il suffit d'avoir l'envie d'oser encore, comme le dit Marie-Laure. Pour toutes ces raisons, je répète pour la 3e fois que vos livres sont passionnants et je vous encourage à les lire. Pour information, Marie-Laure a exposé son livre lors de la journée Lire à l'hôpital le 1er décembre dernier. Vous pouvez la trouver sur son site marilaurevoisard.fr. On la retrouve aussi sur Instagram, instagram.com/marilaurevoisard ou encore sur la page facebook.com Marie-Laure, la débloqueuse. Je remercie également Patrick pour son aide sur le plan technique. Bien, merci à toi pour cette belle émission. Et Bernadette, coordinatrice de l'association, pour son remarquable investissement au sein de la radio et toujours présente pour nous encourager. Retrouvez les programmes sur la voie d'Ambroise Paré. Vous pouvez suivre notre actualité sur notre site internet ou notre page Facebook. Restez avec nous pour la suite des programmes. Et je vais conclure en vous souhaitant à tous un retour rapide à la maison et surtout nos meilleurs vœux de santé, bonheur et un prompt rétablissement. À nouveau, la musique d'Ambroise Paré. Et merci à Marie-Laure. Et je vous remercie tous les deux, Patrick et Marie-Chantal, ainsi que Bernadette, pour votre accueil renouvelé. Et puis tous mes vœux à tous ceux qui nous écoutent. Merci Marie-Laure.